Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. On attaque cette première partie avec un sujet socio-économique, la microfinance à la croisée des chemins. Elle a traversé plusieurs crises plus ou moins profondes au cours des dernières années, alors qu'elle tirait sa force d'excellents taux de remboursement et que ses perspectives d'expansion semblaient illimitées. Dans certaines régions, les remboursements se sont effondrés, et parfois temporairement, parfois de manière chronique, et le nombre de clients stagne ou diminue. Alors, comment comprendre ces crises? Quels sont les niveaux de responsabilité? Doit-on interpeller les institutions de microfinance, leurs bailleurs, leurs investisseurs, les régulateurs, les gouvernants ou les clients finalement? Ou bien s'agit-il d'une crise systémique qui met en cause le ou les systèmes qui régissent la microfinance? Pour en parler, nous avons un spécialiste avec nous, Ange Kosivi Ketor. Ange, bonjour. Bonjour, JF. Ange et puis Ketor, Ketor qui signifie, on va dire ennemi dans une langue du Togo. Non, Ketor, ça appartient à la terre. Ah, d'accord. Tôt ou tard, on ira à la terre. Donc, vous êtes économiste et puis directeur de l'association professionnelle des structures de finances décentralisées APSFD Togo. C'est ça. Et vous êtes quelque peu le patron des structures de microfinance. C'est pas le patron, mais c'est le porte-voix des institutions de microfinance. La loi définit notre rôle comme étant un rôle d'interlocuteur, d'interface entre les gouvernants et les institutions, quelque part entre les institutions et les clients. La loi, en ses articles 23 et 24, dit que nous devons informer régulièrement le public de l'évolution des activités. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté volontiers de venir à cette émission pour éclairer la lanterne des populations sur la vie ou la vitalité de la microfinance aujourd'hui. Alors, il y a des populations qui constatent une expansion des structures de finances décentralisées. Elles ont désormais pignon sur rue. Alors, la courbe, on va dire, elle est pratiquement en érection. La courbe de la courbe est en dents de scie parce que chaque fois que nous faisons des sorties, que ce soit à la Banque centrale ou sur les médias, nous avons toujours plaidé pour l'assainissement du secteur de la microfinance. Et vous aurez pu constater que depuis un an et quelques, le ministère de tutelle fait des actions sur le terrain. Il y a eu des retraits d'agrément. On est en 2018. En 2016, il y a eu retrait de 12 agréments par là. 12, c'est énorme. 12 agréments. Et des actions sont en cours pour retirer un certain nombre d'agréments. Et la matière financière, l'argent n'est pas aussi facile à manipuler. Et quand je caricature en disant que l'argent, c'est comme de la farine qui se verse sur le sol. Pour le ramasser, c'est compliqué. On peut ramasser, mais on ne peut pas ramasser toute la quantité. Donc, il y a lieu de faire un certain nombre de diligences pour pouvoir arriver à la fermeture des institutions. Donc, l'autorité le fait. Nous-mêmes, on se dit il faut aller plus vite, mais il faut aller vite et de façon prudente. Vous parlez de retrait d'agrément, ça signifie quoi? Que les structures de microfinance dont l'agrément ou les agréments ont été retirés ferment porte ou bien... Oui, c'est ça. L'agrément, la loi dit pour exercer l'activité d'épargne ou de crédit, d'épargne de crédit, il faut avoir préalablement l'agrément. L'agrément, c'est le ministère des Finances qui donne cet agrément-là. Et quand le ministère constate des dérives dans la gouvernance, dans la gestion de l'institution, etc., l'autorité retire l'agrément. Et tu as dit tout à l'heure que la courbe est en érection. Et érection, mauvaise érection, par endroit. Donc, il faut que l'autorité tape du poing sur la table pour extraire du terrain un certain nombre de praticiens qui n'en sont pas des praticiens, qui ont ouvert certains dans leur tête, ils savaient déjà ce qu'ils vont faire avec l'épargne des populations. Et il faut arrêter ces gens-là, leur retirer l'agrément. Donc la loi dit, pour exercer, il faut avoir l'agrément. Vous exercez, vous ne le faites pas correctement, la même loi dit qu'il faut vous retirer l'agrément. On va creuser davantage tout à l'heure. Ces retraits d'agrément, les conditions dans lesquelles on retire, qu'est-ce qui se passe après, comment on gère les finances de ceux qui ont souscrit à ces structures de finances décentralisées. Mais est-ce qu'il n'y a pas
de microfinance qui n'est pas d'agrément carrément. Oui, ça existe. Comment est-ce que c'est possible, justement? Ça existe. Et là, dans l'introduction, j'ai senti que tu n'arrivais pas à situer les responsabilités. Les responsabilités sont partagées. Et les responsabilités qui concernent les institutions de microfinance sur le plan professionnel, nous, on les endosse. Mais tout ce qui est responsabilité de la population, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour indexer la responsabilité de la population. La population qui dit, par exemple, tel praticien, telle institution, je les appelle structures illégales, ce n'est pas des structures de microfinance. Telle structure qui n'a pas l'agrément nous aide, mais ne vient pas nous perturber, parce que c'est des gens qui sont avec nous depuis 5 ans, ils nous aident. Mais la loi, l'autorité est garante de l'épargne publique. Et quand quelqu'un collecte l'épargne publique, il faut que l'autorité qui a donné l'agrément puisse répondre. Est-ce que tu comprends? Donc, la population est quelque part responsable, et elle est naïve et elle n'est pas éduquée par notre faute. Parce qu'à un moment donné, en 98, 99, pour avoir du crédit, il faut passer par un certain nombre de formations. Mais la tendance financière est dans l'envergure des opérations. La folie, entre guillemets, la folie financière, l'euphorie de la microfinance a fait que les gens se sont préoccupés plus de l'aspect financier que de l'aspect renforcement de capacité. Ça, on l'endosse. C'est pour ça qu'on fait une série d'émissions pour éduquer la population. Si la population n'est pas éduquée, on a des problèmes. Le prophète Osée dit, le peuple périt faute de connaissance. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des fautes de sensibilisation. Vous devez fonctionner comme un ordre, à mon sens. Hein. Non, mais comment vous pouvez laisser prospérer des structures qui n'ont carrément pas d'agrément? Gilles, ça dépasse un peu l'entendement. Gilles, la plus vieille institution de microfinance au Togo a 50 ans, l'année prochaine. Et l'association professionnelle a eu 20 ans le 31 juillet passé. Alors, 20 ans, on peut faire encore des erreurs. Ou bien. Maintenant, la loi, à un moment donné, n'avait pas intégré l'association professionnelle comme un dispositif légal. C'est en 2011 que la loi concédait à l'association professionnelle le rôle d'interprofession dans l'UEMOA. Ça fait 7 ans quand même. Oui, ça fait 7 ans, mais le terrain est très vaste. Ça fait 200 institutions de microfinance à encadrer. Je dis, entre parenthèses, qu'on n'est pas subventionné. Nous fonctionnons sur la base des contributions de nos membres et des revenus de nos prestations. Alors que dans d'autres pays, l'institution, en tant qu'institution d'utilité publique, a la subvention des gouvernants. Et pour sensibiliser la population, c'est pas vraiment moins cher. Pour faire une seule émission rediffusée sur toutes les chaînes de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, ça coûte. Oui, et il n'y a pas que les émissions. Si vous avez la parole gratuitement. Oui, mais c'est parce qu'on a fait de belles choses ensemble par le passé, que ça vous intéresse. Vous m'appelez même la nuit et je réponds. Oui. Donc il y a lieu de revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire former, éduquer inévitablement la population. Et quand elle est éduquée, elle connaît ses droits et ses devoirs, tout le monde est tranquille. Mais est-ce qu'on peut présumer que tous, autant ceux qui sont instruits que ceux qui n'ont pas été à l'école, puissent être en mesure d'avoir les informations et agir? Je pense que quand on est instruit, c'est mieux. Quand on est instruit, c'est mieux. Ceux qui sont instruits ont la possibilité de choisir, la faculté de choix. Mais ceux qui ne sont pas instruits se cachent derrière cette affaire de « on nous aide », et après, c'est les mêmes personnes qui pleurent parce que entre-temps, le gars est rentré, est parti avec l'épargne. Mais expliquez-nous, comment est-ce que c'est possible? Parce que jusque-là, je ne sais pas comment on peut, sur un territoire, opérer, créer une structure de microfinance, collecter de l'argent au vu au sud de tout le monde, alors que c'est une opération illégale. Gilles, ça se passe, toi-même tu sais, ça se passe, c'est pas à moi de te l'expliquer. Ça se passe sous nos barbes, à nous tous. Les gens pensent que la microfinance est l'armée du salut, c'est facile de collecter l'épargne. La microfinance, c'est une science. Vous voulez faire la microfinance, vous allez à l'école de la microfinance. Au moins, la base, c'est être gestionnaire, c'est être économiste, financier pour le faire. Et quand les gens se lancent dedans parce que la population est naïve,
on ne peut assister qu'à la floraison d'institutions et les gens des fois, les promoteurs ne savent pas qu'il y a une loi même qui régit l'activité. Ils pensent qu'on peut s'installer comme on installe une boutique dans le quartier, collecter les pains, donner du crédit. Donc, c'est possible. Est-ce que vous n'alertez pas le FMI? Pourquoi vous n'intervenez pas pour faire fermer ces structures? On ne peut pas intervenir parce que la loi nous a donné un rôle de promotion. Le plaidoyer qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est aller vers un moyen de coercition et intervenir même en amont. Au niveau de l'agrément, nous pensons qu'il faut intervenir à côté des autorités pour étudier les dossiers de ceux qui aspirent à faire l'activité de microfinance. Oui, mais ça veut dire que si vous voyez une structure illégale dans la rue, vous fermez les yeux parce que... On ne ferme pas les yeux, Gilles. J'ai toujours donné... mes amis de la Banque centrale peuvent témoigner, ils sont en ligne sûrement. On a quelques soucis. Je dis, quand une pharmacie veut ouvrir, est-ce qu'on a besoin de la caution morale de l'ordre des pharmaciens? Je salue au passage le docteur Kweto, président de l'ordre des pharmaciens du Togo. On ne le fait pas comme ça. Quand on voit les gens dans la rue vendre des médicaments frelatés, eh bien, on intervient. Pourquoi la microfinance est si facile? Chacun peut ouvrir un kiosque à côté et faire de la microfinance. Je pense que le plaidoyer, la loi évolue et nous continuons de plaider pour que la loi nous concède un rôle de coercition de tout ce qui fait. Aujourd'hui, je fais juste de l'information. Quand je vois une institution qui n'est pas membre de ma structure, la loi dit les institutions agréées ont 3 mois pour venir à l'association professionnelle. Quand je vois une institution qui n'est pas membre, mais je relève juste le nom de l'institution et puis j'envoie au ministre de tutelle. Oui, qu'est-ce que vous appelez au fond microfinance? Est-ce que c'est différent des tontines qui se font ça et là? Est-ce que la confusion ne naît pas justement de ces institutions qui ont des agréments, mais qui toutes maintenant se versent dans cette forme de tontine? Finalement, on ne sait plus. La microfinance, c'est l'activité qui collecte l'épargne, donne du crédit et fait des services connexes autour. Ça doit être une structure. Ce n'est pas un sac, la microfinance. Ce n'est pas un sac qu'on met au bras. Donc, tous ceux qui mettent les sacs au bras, institut personnel, ce n'est pas ça la microfinance. Mais est-ce qu'on peut interdire ça? Il faut l'interdire. Il faut l'interdire, Gilles. Ça t'embête. Quand tu vois ça, ça t'embête. Mais c'est ensemble qu'il faut combattre ça. Je dis, les responsabilités sont partagées. Moi, ce qui concerne les acteurs de la microfinance, j'endosse ça. Nous endossons en tant qu'association professionnelle. Mais la population doit prendre ses responsabilités aussi. L'épargne, pour avoir de l'argent, ce n'est pas aussi simple, Gilles. Est-ce que c'est simple pour toi d'avoir de l'argent? Et pour le déposer, il faut savoir là où on le dépose. Et à l'association, on n'a pas de numéro vert aujourd'hui. On n'a rien que notre siège pour accueillir les gens. Mais je m'amuse en disant, vous voulez épargner, mais prenez la peine de m'appeler avec 50 francs pour que je vous dise telle institution est agréée, telle institution est membre de l'association professionnelle. Les gens ont de la peine à le faire. Ça fait depuis 2007 que j'anime les émissions en langue locale. Mais depuis là, les gens continuent de se faire narguer un peu partout. Donc, peut-être ils ont le droit de ne pas vous écouter aussi. Hein. Oui, ils ont le droit. Mais alors, s'ils ont le droit de ne pas m'écouter, autant quand il y a problème, qu'on me laisse tranquille. Oui, parce que votre responsabilité, c'est d'assainir le secteur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus jusqu'au retrait de l'agrément? Le processus, c'est quoi? Il y a des indicateurs d'alerte. Quand ça ne fonctionne pas, on sait. Quand on ne fait pas d'assemblée générale, l'institution est gouvernée par des gens qui ne savent pas qu'il faut rendre compte. On ne rend pas compte 1 année, 2 années, 3 années. Ça veut dire que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça veut dire que les organes ont démissionné. Ça veut dire que l'équipe technique ne connaît pas le travail ou le fait de façon approximative. Et quand c'est comme ça, les rapports ne vont pas à l'autorité de tutelle, je crois qu'à ce niveau-là, la responsabilité de l'autorité est en jeu.
Et notre autorité, l'autorité qui encadre la microfinance au Togo, n'a pas les moyens, quand je compare avec la cellule du Sénégal, l'autorité n'a pas les moyens. Quand on a une équipe d'une dizaine d'inspecteurs pour intervenir, la loi demande qu'on intervienne une fois sur chaque entité au cours de l'année. Nous avons 534 points de vente de Lomé jusqu'à Sinkassé. S'il faut intervenir sur chaque point de vente avec une dizaine d'inspecteurs, mais les gens ont beau être des Janus, ils ne pourront pas couvrir les 500 entités. Donc, il y a lieu de doter la cellule de moyens appropriés pour pouvoir... Alors, les gens ne font pas bien le travail, mais ils ne sont pas inquiétés. Personne ne les appréhende. 2, 3 ans successifs, on ne leur rend pas visite, ils n'ont aucun commissariat, aucune audit, mais c'est le lit pour arriver à la fermeture, à la déchéance de l'institution, et l'autorité, 3 ans, 5 ans, constate que ça ne fonctionne pas bien, les gens ne peuvent pas retirer leur épargne, alors on va vers la fermeture. Ange Ketor, ce que vous décrivez, c'est quand même extrêmement grave. Vous ne protégez pas les populations qui se saignent, qui tirent le diable par la queue ou qui se laissent tirer par la queue par le diable, alors que leurs épargnes ne sont pas protégées. Comment tu penses que moi, je parle en tant qu'institution? Je parle des pouvoirs publics. Je dis, la loi dit, article 21, 22, 23, tu es responsable de la promotion des institutions. Tu es leur interlocuteur vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis des partenaires. Tu les représentes sur le territoire et à l'extérieur. Dis-moi, où est-ce que j'ai les moyens de contraindre quelqu'un? J'ai dit, on est en train de plaider pour que la loi nous concède, parce que nous avons un code d'éthique et de déontologie qui dit, tel gestionnaire ne fait pas bien. Viens t'expliquer devant le comité. Le comité n'a aucun moyen de coercition que de prendre des actes contre le... Ça n'a rien de légal. C'est juste un tribunal des pairs. Et si quelqu'un a le cœur, il respecte ce qu'on est en train de dire. Sinon, il fait ce que tu connais. Mais on est en train de construire pour avoir un dispositif. Si l'autorité n'a pas les moyens de contraindre les gens pour que nous, praticiens, on puisse coincer ceux qui sont dans notre interprofession. Donc, la population est protégée. Je dis, la population doit être prudente en amont et dit, vous avez ouvert un compte quelque part. Demandez juste, est-ce que l'institution, là, vous reconnaissez l'institution? Est-ce que c'est compliqué, ça? C'est avec les moyens de bord. On le fait avec les moyens de bord. Nous sommes en Afrique. Oui. Vous voyez des institutions qui ont des écriteaux, des papiers bien colorés. Oui. Est-ce que on a le temps et le réflexe de procéder à ces vérifications? Nous ne sommes pas tous des policiers. Que chacun fasse son travail, Ange Ketor. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse ça. Ne disons pas que c'est l'autre qui a tort. Moi, je dis, j'endosse tout ce qui... Quand vous allez à la banque maintenant, est-ce que vous prenez le temps d'appeler l'autorité pour savoir si quelle banque est en règle? Qui a déjà créé une banque sur place ici sans agrément? Qui a déjà créé ça? Et je dis, nous-mêmes, population, qui créons, ceux qui initient ces décisions, des fois de mauvaise foi. Et ceux qui sont clients de ces structures devaient prendre tout ce qui s'est passé ici sur place, ça devait interpeller à la vigilance. Si on continue de dire, on est en Afrique, il faut être laxiste, moi, je ne pense pas qu'il faut être laxiste. Je prends mes responsabilités par rapport... Oui. Je pense que les clients n'ont pas les recettes nécessaires pour faire le travail que vous leur confiez là. Il nous appartient à toi et à moi de les aider à le faire. C'est pour ça que ça fait 2-3 semaines que nous distribuons sur les médias la liste des institutions membres de l'association. C'est le minimum pour que les gens puissent nous appeler et nous approcher pour connaître leurs institutions. Vous vous épargnez dans une institution, vous êtes membre de la structure, vous êtes membre, c'est une association. Vous êtes membre de l'association, vous devez connaître les tests, vous devez aller à l'Assemblée. Ça, c'est un autre problème. Les gens ne vont pas, la population ne va pas à l'Assemblée générale. Quand il y a Assemblée générale, les gens ne vont pas pour écouter les rapports sur la vie de leur structure. Les Assemblées générales sont des rendez-vous sérieux. Parce qu'on convoque un peu tout le monde, on parle une demi-journée. Qu'est-ce que tu en sais, Jules?
Bon, c'est une question. Qu'est-ce que tu en sais? Mon rôle, c'est de poser des questions. OK. Est-ce que vous inspectez ces assemblées générales? Est-ce que vous êtes là où vous laissez les structures de microfinance se débrouiller? On n'a pas un rôle d'inspection des assemblées générales. Mais comment vous pouvez savoir on nous invite. Simplement. On est toujours invité aux assemblées générales des institutions. Et nous sommes là pour intervenir dans les débats, s'il y a lieu, pour éduquer. Très souvent, on nous invite pour l'éducation des populations sur des thèmes donnés. Mais les moyens que nous avons aujourd'hui ne nous permettent que de recevoir les bénéficiaires et de leur expliquer comment ça opère. On est disposé à le faire. Mais je ne sais pas si vous me demandez d'aller évaluer les assemblées générales et de voir si les gens, tout le monde a eu les rapports, mais quand les gens n'ont pas les rapports, il y en a qui nous approchent pour dire on a été à l'assemblée générale, il manquait telle information. Et nous accompagnons les populations vers certaines structures pour dire pourquoi ils n'ont pas telle information. Très souvent, les gens, c'est parce qu'ils veulent voir le salaire du DG qui s'approche, ils viennent, mais vous avez toutes les informations, il te dit après, en fait, c'est le salaire du DG que je voulais savoir. Le salaire, on ne le met pas sur la place publique. Oui, Ange, ça veut dire que tous ceux qui sont membres de votre association professionnelle, on peut donner sa tête à couper que eux, tout est clean, ils sont dans les règles et que l'argent est sécurisé à ce niveau. Ils sont dans les règles parce qu'ils ont suivi le processus de l'agrément qui est très, très rigoureux. La loi dit, vous déposez le dossier. Dans le dossier de demande d'agrément, vous avez au moins 18 pièces. Des CV, des promoteurs, des statuts, de toutes les procédures. Ils sont passés par ça. Et si les tests qu'ils ont déposés pour avoir l'agrément sont appliqués, ça devait être des institutions angéliques. Mais comme c'est des humains qui sont devant l'argent, qui est une matière qui tente, je ne peux pas dire on donne sa tête à couper. Mais c'est mieux que quelqu'un qui a le sac au bras, que personne ne connaît. La loi dit, tu parles d'écriteaux, mais la loi dit il faut mettre le numéro d'agrément sur l'écriteau. C'est ce que la loi demande. Vous voyez une institution qui n'a pas d'écriteau, mais c'est des indices, des indicateurs de l'illégalité qu'on doit signaler. Donc, ceux qui sont avec nous, théoriquement, sont des saints, entre griffes. Ceux qui sont avec nous sont des saints. Maintenant, le facteur homme, c'est ça le bémol qu'on peut mettre. On a beau avoir des procédures, si on ne veut pas les appliquer. Mais quelle est l'ampleur du phénomène, les illégaux par rapport aux légaux? Les illégaux, à notre niveau, sont autour de la trentaine. Mais 30 ou 30%? Non, pas en termes de pourcentage. Mais 30 sur 500? 700 quoi? 500 structures? Les 500, ce n'est pas les institutions. Quand je parle d'institutions, c'est tout ce qui est maison, c'est chaque... Je ne sais pas. Je ne veux pas donner de nom. Oui, microfinance X, microfinance Y. C'est ça, ça fait 75. OK. Ça fait 75. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'agrément, suivant ce que les enquêtes que nous avons menées, c'est autour de 30. C'est énorme, 30 sur 75. Non, c'est les 60... les 65, c'est les agréments, les institutions qui ont l'agrément à ce jour. Maintenant, lorsqu'on n'a pas l'agrément, on n'est pas comptabilisé dans les rapports. Parce qu'on ne donne pas de rapport trimestriel ou mensuel. Maintenant, suivant nos investigations, nous avons une trentaine qui n'ont pas l'agrément. Et là-dedans, vous voyez des églises, vous voyez des hôpitaux qui ont de petites fenêtres, épargnes, etc., qui ne savent pas qu'il faut aller se formaliser. Des entreprises aussi, est-ce que les mutuelles des entreprises sont concernées par les agréments? Dès lors que le dossier n'a pas été déposé, on ne considère pas, je ne les appelle même pas institutions de microfinance, structure illégale. Donc ça existe. Et les dernières missions du FMI, on parlait de 100 institutions qui n'ont pas de licence. Ça, on a tiré. Mais je dis, connaissant le terrain, c'est des structures qui sont des volets de projets
qui ont pris fin, que les gens n'ont pas formalisé, parce que ce n'est pas des trucs de long terme qui pilulent un peu partout sur le terrain, que le bailleur comptabilise comme des structures illégales. Donc, à notre niveau, c'est une trentaine qu'on connaît. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas dangereux, une trentaine de microfinances qui opèrent C'est un danger. Oui. C'est un danger. C'est pour ça qu'on doit être tous éveillés sur là où on dépose l'épargne. C'est dangereux. Parce que vous avez des structures qui ont eu l'agrément pour fonctionner, qui font des reportings périodiques, et d'autres que personne ne connaît, que personne ne contrôle, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec l'épargne des populations. C'est dangereux. Donc, nous, on fait des sorties toutes les fois par rapport à ce phénomène-là. Mais on sait que ce n'est pas aussi simple. Vous ne criez pas assez fort. Est-ce que ce danger-là ne mérite pas que vous preniez un haut-parleur, vous alliez au ministère de l'économie? Le 16 passé à Santa Maria, on s'est réunis. Quelqu'un a dit, faites votre part pour chercher à faire notre part. Simplement, les actions qu'on veut mener, on ne les a pas encore communiquées à l'autorité pour les déballer. Donc, et on est conscient du phénomène. Peut-être que, tel que tu le dis, on ne crie pas si fort. Il faut qu'on vienne à ton école pour apprendre comment on crie très fort. Donc, mon école, c'est comment poser les questions. Au lieu de faire la promotion de ceux qui ont l'agrément, est-ce que le contraire n'aurait pas été plus efficace? Publier la liste des structures illégales pour que chacun sache où il pose les pieds. Oui, c'est bon, mais nous avons plutôt pensé à publier la liste des structures illégales. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2 semaines. Sur les plateformes, vous avez la liste de... Vous avez la liste de tout le monde, comme le fait par exemple le ministère de l'Enseignement supérieur qui publie les établissements qui sont en règle et ceux qui sont en délicatesse. On apprend chaque jour, on va voir comment on va... Sinon, on a les 2 listes. Pour peu que vous ayez leur nom. Hein. Non, mais le peu qu'on a, au moins, commençons pas à publier ça. Parce que ça se crée tellement. Tel pasteur t'appelle, dit on m'a parlé de vous, je viens vous voir, et tu découvres que c'est quelqu'un qui lui a donné 10 millions aux États-Unis, et puis ça devient une microfinance en interne, etc. Donc, il faut que la population se réveille, il faut que l'autorité aussi fasse plus, et que moi aussi je fasse plus. C'est à ce prix-là qu'on peut éradiquer le phénomène. Parce que dans l'UEMOA, le Togo et le Bénin sont champions de la prolifération des structures illégales. Et au Mali, au Sénégal, il y avait eu ce phénomène-là à un moment donné. En Côte d'Ivoire, et ça s'est passé à un moment donné, mais on a tapé du poing sur la table pour arrêter ça. Je crois qu'on est un peu lent aujourd'hui par rapport aux autres pays. Oui. Bon, donc, maintenant, est-ce que la situation, vous avez effleuré un peu le sujet, au niveau de ceux qui ont en bonne et due forme les papiers, est-ce que la situation de la microfinance au Togo est rose? Est-ce que... Rose, on ne saurait le dire, parce que c'est des entreprises humaines, toujours des problèmes de gouvernance, quelques problèmes de gestion de crédit, et quelques problèmes de qualité de l'information, c'est des problèmes récurrents. Est-ce qu'il est possible... je suis dans les suppositions que certaines de ces structures fassent faillite. Techniquement, sur la base des chiffres qu'on a aujourd'hui, on peut pas, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de risque de faillite et de structure. Faillite, je le prends dans le sens entier du terme, mais il y a des dispositifs qui se mettent en place pour éviter ça. On aurait pu mettre ces dispositifs-là il y a 5 ans, on n'aurait pas certaines difficultés. Il y a le fonds de garantie des dépôts aujourd'hui pour intervenir en cas de faillite des structures. Donc aujourd'hui, sur place, on n'a pas d'alerte d'institutions au bord de la faillite. On arrive, on voit des structures, 1-2 semaines avant, des structures qui ont des tensions de trésorerie, c'est comment les gens ont géré les dépôts. Quand on recycle, c'est-à-dire que vous prenez 100 francs de dépôt et vous remettez 90 francs dans le crédit, c'est pas prudent. C'est ça qui crée des tensions de trésorerie dans les instances. C'est des questions techniques.
Ça, on peut en rencontrer parce que les gens ne veulent pas appliquer les procédures. Mais, dit faillite sur place, je n'en ai pas encore eu l'information. Les institutions, 2 ou 3 qui ont été mises sous administration provisoire, l'autorité sait comment les liquider. L'autorité sait comment recueillir des promoteurs, les plans de dédommagement des clients, des employés, etc. Ces structures qui ont été mises sous administration, ça ne fonctionne pas. Parce que moi, j'entends de temps en temps des clients qui se plaignent encore, qui sont laissés pour leur compte. Je dis, il faut chercher l'information. Moi, je ne peux pas venir avec toute l'information ici. Il faut que les gens aillent vers l'autorité. Ne soyons pas là en train de critiquer l'autorité. Approchons-nous, ministère des Finances, CASEF, porte 222, allez demander quelle est l'issue de l'administration de IDH. C'est de ça que tu veux parler. Quelle est l'issue de l'administration de IDH? Quelle est l'issue de l'administration de AMUPEC? Quelle est l'issue de l'administration de Papillon? Est-ce que j'ai besoin d'aller demander ça va te surprendre. Si j'ai du crédit qu'on ne me donne pas? Jules, ça va te surprendre. Ça va te surprendre que Papillon est redressé et que Papillon est membre du réseau FUSEC aujourd'hui. Ça t'étonne. Parce que tu es sûr, je suis sûr que tu vas penser que Papillon est enterré depuis. Mais Papillon est toujours là. Oui, vous parlez membre du réseau FUSEC. Donc, il faut aller, il y a des rapports. Oui, vous parlez du Papillon, parlez-moi des libellules aussi. Non, il n'y a pas encore de libellules chez nous, mais allons vers l'autorité pour voir l'issue de l'administration provisoire. On va vous donner les informations. Peut-être que l'autorité... Je ne sais pas si vous êtes autorisé à donner, mais le plus gros dossier, c'est IDH. Où en sommes-nous aujourd'hui? Non, moi, je viens de te dire que je suis responsable de la promotion. Je dis, celui qui s'occupe de la surveillance, c'est le ministre de l'économie et des finances. Allez à la porte 222 au CASEF. Peut-être que vous aurez le rapport de l'administration de IDH. Donc, à ce jour, le seul moyen de reconnaître une bonne structure de microfinance d'une mauvaise, c'est de voir si les membres de APSFD... Entre autres. Ou si... Bon, il y a des indices qui ne trompent pas, hein, l'écriteau au moins, pour voir s'il y a un écriteau, s'il existe un écriteau, est-ce que le numéro d'agrément est dessus. On va fonctionner de façon... très rébarbatif à cette étape. Parce qu'on n'a pas de numéro vert, on n'a rien. Ce qu'on peut avoir, c'est approcher l'association professionnelle ou appeler notre numéro, le 22 25 50 75, pour avoir des informations. Ça ne coûte que 50 francs. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il existe une crise systémique qui met en cause les systèmes qui régissent la microfinance. Il n'y a pas de crise systémique. Il n'y a pas de crise. Il suffit de savoir quelle institution est autorisée et la santé financière de l'institution avant d'épargner. Point. Il n'y a pas de crise systémique. La microfinance continue de progresser. Aujourd'hui, on est à plus de 2 500 000 bénéficiaires directs, plus de 150 milliards de dépôts, plus de 140, 135, 140 milliards de... Je disais, ça fait 534 points de vente sur toute l'étendue du territoire. Et c'est une érection, dans ce cas-là, positive. Une érection positive. Et toute entreprise humaine a des difficultés. Je ne peux pas me dire que nos collègues des banques n'ont aucun problème. Chaque structure a des problèmes. Et c'est ce que nous essayons de régler tous les jours. Oui. Certains m'ont demandé de vous poser des questions sur les difficultés d'octroi de crédit de ces microfinances, parce qu'à la base, les structures de finances décentralisées sont mises en place pour faciliter l'accès au crédit. Oui. Mais on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Non, mais l'octroi de crédit, c'est tout un processus. Et la plupart des institutions sont des mutuelles ou des coopératives. Et les règles coopératives disent X fait son dépôt, ne veut pas l'utiliser, on le donne à Y. Mais quand X a besoin de son dépôt, il faut qu'on fasse tout pour qu'il ait accès à ce dépôt. Mais les populations veulent avoir du crédit direct. Il faut avoir les ressources pour le faire. Les gens veulent avoir le crédit sans poser de caution. On veut avoir le crédit qu'on ne rembourse pas. C'est-à-dire qu'on m'a demandé sur une chaîne, mais comment vous nous demandez de rembourser
le crédit tous les mois. Moi, je veux rembourser quand j'ai l'argent. Il n'y a pas de système qui fonctionne comme ça. Donc, vous venez dans les structures, vous regardez les critères d'octroi de crédit. C'est les membres qui se fixent ces règles-là. Mais il faut respecter les règles. Non, mais tout ce que moi je dis, vous parlez de finances décentralisées. Oui. Ça suppose que l'octroi des crédits doit être plus souple que ce que la banque propose. Plus souple en quel sens? Et en quel sens? En termes de quoi? De délai? On doit aller à 2 ans. Le taux d'intérêt, c'est ça le débat de tous les jours. Oui, je reviendrai sur le taux d'intérêt qui est presque usurier. C'est autour de 17-20%. C'est quoi le taux d'usure, Gilles? C'est 24%. C'est l'autorité qui a fixé ça. J'ai vu en RDC 8% le mois, Gilles. Ça fait 96% l'an. J'ai vu ça en RDC. J'ai vu au Cameroun 5% le mois. Et c'est le marché qui régule. Demain matin, ça peut passer à 6%. Je crois qu'on est un peu plus mieux. Le microcrédit, ça coûte. Oui, le microcrédit, si l'usure est à 24% et que les microfinances, les structures talonnent les 20%, vous ne pensez pas que... Mais quelle structure talonne 20%, Gilles? Quelle structure? La moyenne, c'est autour de 12%. Et ça, c'est en fonction de la durée du crédit que tu peux... Mais un crédit immobilier qui est sur 7 ans, tu veux qu'on le donne à quel taux? Alors que les ressources qu'on utilise sont en moyenne autour de 8-10%. Mais les gens achètent l'argent à 8%. Le fonctionnement, c'est 2% en moyenne. Donc, on est déjà à 10% à la sortie. Mais l'institution, vous voulez des vitres, non? Quand vous venez au guichet, vous voulez que ça s'ouvre automatiquement. Vous voulez que les caissières sourient, tout ça. Sourire, c'est des frais. Donc, en moyenne, si on a le crédit sur place à 12%, on ne peut pas le céder à moins de 12%. On ne peut pas le faire. Mais le plaidoyer, c'est quoi? Aller trouver des ressources moins chères. Et aujourd'hui, il y a une ouverture à la Banque centrale pour octroyer des crédits à des structures d'une certaine performance à 4%. Vous l'avez à 4%, plus les frais, on peut tomber à 8%. Donc, il y a du travail qui se fait tous les jours pour baisser les taux. Les crédits ne coulent pas si ailleurs cher. Où? En Occident, vous avez des structures qui vous proposent des crédits à 2 les gens se sont capitalisés. J'ai vu en Italie des caisses qui ont 130 ans. 130 ans, on s'est suffisamment capitalisé. On a beaucoup de coussins pour aller faire du social, pour aller cibler des gens. Il y a des crédits sur place pour les jeunes qui sont à des taux qui ne sont pas au taux du marché, où les conditions d'entrée sont étudiées, les gens ne payent même pas de frais d'adhésion, etc. Donc, il faut qu'on se capitalise. C'est-à-dire que les structures ont une bonne base et on peut aller à ces opérations. Il y a des structures qui ont des bonnes bases. Vous avez cité tantôt le cas des églises qui ont créé des microfinances, qui collectent l'argent le dimanche, mais qui font des crédits à des taux de 15-16%. Ça, c'est des structures qui n'ont pas l'agrément. Mais des structures, moi je parle de structures légalement constituées. Oui, mais moi je connais des grosses microfinances des églises qui font qui font des taux de 20%. De 15% qui au-delà de... Les taux de 15%, il faut aller voir l'objet qu'on finance. Le crédit, c'est un risque. Quand le risque pour vous, gestionnaire, est élevé, vous mettez un taux élevé. C'est ça. C'est ça le métier. On ne met pas les taux parce qu'on a pitié des gens. On met le taux pour couvrir ses charges et continuer de vivre. Et je crois que les institutions de microfinance sont suffisamment clémentes au Togo. Je vous citais tantôt la RDC. 96% plat. Là. C'est-à-dire que tu vas 100 francs, tu payes 100 francs dessus. Mais ici, l'autorité travaille à ce que... Le taux d'usure était à 27%. Le taux d'usure, à un moment donné, était à 36%. À un moment donné, au Togo, en 95, avant 95, il n'y avait même pas de taux d'usure. Donc, je crois que des efforts se font. Et je ne veux pas rentrer dans le diagnostic du taux pour vous dire que quand on ne rembourse pas, ça renchérit le taux. Là, je fais une parenthèse.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à l'échelle nationale par le pouvoir public aussi pour renforcer les mécanismes d'identification? Parce que vous parlez des risques tantôt. Les risques existent aussi parce que les populations ne sont pas bien fichées. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est où, etc. Oui, ça c'est vrai. Je crois que j'ai eu souvenance des projets d'identification. Je ne sais plus où c'est resté. Mais je crois que dans le cadre du bureau d'information sur les crédits, il doit y avoir des activités, des projets comme ça sur l'identification. Mais pour identifier aussi, il faut que les rues, quand on dit Gilles Bocor, on dit c'est Agbalé-Pedo, il faut que je vienne sans que quelqu'un me montre quelle partie de Agbalé-Pedo, c'est à partir des références. C'est tout un travail à faire, la question de l'identification des populations. Mais pour l'instant, je pense qu'au niveau de l'instruction des dossiers, il faut qu'on fasse attention. Au niveau, pour les clients, je continue de dire, il faut être sûr que l'institution où vous déposez l'épargne est une institution agréée. Quelqu'un m'a appelé de Cara hier après-midi, ça m'a fait sourire, j'ai dit, le message passe. Pour dire, est-ce que tu connais telle institution? J'ai dit, ok, on est un groupement, je pense que lundi, on va leur amener l'argent. Donc, c'est ce qu'on demande aux gens de faire. C'est ça. Donc, l'autorité a sa charge du point de vue de l'identification des bénéficiaires. L'autorité a quelque chose à faire là-dessus. Je voudrais qu'on aborde une dernière question avant qu'on se sépare. Oui, je parlais tantôt de fonds de...